Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous allons parler ce matin de BIM et de modélisation du patrimoine. Avec moi, Monsieur Serge Ourtiz, vous êtes président fondateur de l'ABO. Bonjour. L'ABO, qu'est-ce que c'est? Alors la société L'ABO est une société toulousaine qui existe depuis 25 ans maintenant. Et depuis une vingtaine d'années, nous proposons une gamme de produits qui s'appelle Habila pour la gestion des patrimoines immobiliers. De l'ensemble de tous les patrimoines immobiliers, hein. Alors, nous avons effectivement une prédilection, on va dire, pour le patrimoine locatif. Beaucoup de bailleurs sociaux parmi nos clients. Mais nous adressons aussi l'enseignement supérieur, parce que nous avons un quart des universités françaises qui utilisent notre produit. Nous avons aussi les collectivités territoriales, donc régions et départements, et du patrimoine tertiaire. Donc on adresse un petit peu tout type d'immobilier. En face de vous, Monsieur Christophe Lheureux, vous êtes directeur délégué à la maîtrise d'ouvrage chez I3F et vous êtes Monsieur BIM d'I3F, si j'ai bien compris. Vous n'avez pas tort, effectivement. Et I3F, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, nous faire un petit tour d'horizon de la société? Alors, 3F est la composante essentielle du pôle immobilier du groupe Solindi Action Logement. Nous possédons et gérons quelques 220 000 logements sociaux sur à peu près la quasi-totalité du territoire français. Nous mettons en chantier à peu près 6 à 7 000 logements neufs par an. Immobilière 3F est la maison mère et nous avons un réseau d'une quinzaine de filiales en région. Combien de logements? 220 000 logements en France. Voilà, votre patrimoine aujourd'hui, c'est 220 000 logements. Alors, on va voir tout de suite avec vous, on parle de modélisation du patrimoine, on parle évidemment de bâtiments neufs, mais on parle surtout finalement de rénovation, enfin pas de rénovation, mais de patrimoine existant. Et je voudrais savoir pourquoi, quel intérêt vous avez, vous, I3F, à modéliser votre parc immobilier? Alors, effectivement, pour ma part, au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage, j'ai en charge ce sujet du BIM au sein de l'entreprise depuis un peu plus d'un an. Donc, nous nous intéressons au BIM à la fois pour son utilisation dans les projets de construction, mais aussi pour ce qui est de la gestion de l'existant. Nous avons fait le choix, il y a quelques années, de mener une opération pilote sur l'une de nos filiales en Seine-et-Marne, la résidence urbaine de France, et nous avons modélisé, numérisé et importé dans Habila les 6 000 logements de la résidence urbaine de France. Ça consiste en quoi d'apporter les 6 000 logements d'une filiale comme celle-ci? Ça mobilise quoi? Ça veut dire quoi exactement, très concrètement? Alors, c'est un très très gros travail, puisqu'il s'agit d'abord de récupérer tous les plans, généralement qui sont sous forme papier, récupérer tous les plans du patrimoine. Donc c'est un travail d'archéologie documentaire qui consiste à aller dans les archives, récupérer les plans, qui consiste à reprendre contact avec les architectes qui ont conçu le bâtiment ou avec le géomètre, voire parfois aller toquer aux portes des archives départementales pour remettre la main sur ces plans papier. Et puis ensuite, une fois qu'on a récupéré les plans papier, qu'on les a enrichis avec un certain nombre de données techniques sur les équipements qui constituent le programme, de les recréer, de les redessiner dans l'outil qui est en outre chez nous, Habila. Donc en fait, la plus grosse difficulté, c'est plus le bâtiment est ancien, moins c'est facile, enfin en tout cas plus le travail d'archives est important. Alors effectivement, c'est un travail de fourmi qui est très, très lourd, très long, très fastidieux. Et puis parfois, on n'arrive pas à remettre la main sur le plan papier. Et dans ce cas-là, il faut faire intervenir un géomètre qui va faire des relevés du bâtiment. Alors quel est l'intérêt pour vous de modéliser votre patrimoine? Est-ce que cela d'ailleurs se limite au bâtiment ou est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on va sur l'ensemble du parc et sur un îlot en particulier? Comment ça se passe? Alors, deux questions. La première question, c'est quel est l'intérêt pour nous de faire ça? Alors, on a constaté, voilà, maintenant plusieurs années, qu'on était soumis à une double inflation. À la fois une inflation dans le nombre de données que l'on reçoit
et qui décrivent le bâtiment. Hein. Quand on construit, quand on réhabilite, on reçoit des maîtres d'œuvre, des tas d'informations, de données sur la façon dont le bâtiment a été construit, dont il vit, etc. Et inversement, quand on lance des projets, on a aussi là tout un tas de données à récupérer pour fournir aux maîtres d'œuvre qui sont derrière. Donc on est dans un système de double flux avec énormément de données à manipuler. Donc, par rapport à ce constat de l'augmentation, et augmentation qui ne va pas se tarir du nombre de données, il y a une double obligation. Une obligation qui est d'organiser notre système d'information pour organiser, gérer, structurer ces données et de réfléchir au modèle de données, c'est-à-dire au réceptacle dans lequel on va venir déposer toutes ces données. Or, aujourd'hui, il y a quelques années chez 3F, nous étions bien organisés pour ce qui concerne notre système d'information de gestion, tout ce qui concerne la gestion des locataires, la gestion des fournisseurs, la gestion des salariés. On a un très bel outil qui fait ça très bien. Mais si on regarde le système d'information technique, à l'époque, en 2000, quand on a fait le choix d'Abila, on était très pauvre. Donc, après avoir fait une rapide étude de marché, on a choisi la solution Abila pour pouvoir répondre à cette problématique de gestion de la donnée technique liée au bâtiment. Ça, c'est un point important, la gestion de la donnée technique, de savoir ce qu'on va mettre exactement comme point particulier dans la maquette numérique du bâtiment BIMisé. Oui, alors ça c'est absolument fondamental parce que, comme vous l'avez compris, la problématique que l'on rencontre, c'est 90% de patrimoine existant. Donc nous sommes, les premiers créateurs de la maquette numérique en quelque sorte. Et la maquette... Si je reviens un peu sur ce que vous venez de dire, aujourd'hui on a moins de 10% du parc qui est entre guillemets BIMisé, et même pas tout à fait. Hein. Voilà, c'est juste peut informatisé, on va dire. Si on regarde le logement social, les chiffres sont assez connus. On peut considérer qu'on a environ 3% du parc qui arrive en neuf tous les ans, environ, et 5% du parc qui est réhabilité. Donc ça signifie que ces 3 plus 5, ça fait 8%, on va dire une dizaine de pourcents qui vont passer par les phases de conception, construction, et qui donc peuvent nous arriver sous forme de maquette numérique, de conception et de construction. Le reste, il n'y a rien, des plans papier, Christophe Lheureux le disait tout à l'heure, voire des relevés terrain, quelquefois des plans informatisés, mais venant du dessin assisté, donc des plans sans aucune intelligence, puisqu'on parle quand même, quand on parle de maquette numérique, on parle d'intelligence, on parle d'objet. Donc ce qui nous arrive n'est pas sous forme d'objet, donc on est obligé de recréer cette information. Comme nous sommes les premiers à la créer, eh bien on n'en fait pas trop. On fait juste ce qu'il faut pour le besoin de gestion. Et ça c'est fondamental, parce que le coût est très important déjà. Et si on devait constituer des maquettes numériques détaillées, alors qu'est-ce que j'entends par détaillé? Si on devait mettre les réseaux, si on devait mettre tous les points lumineux, si on devait mettre la composition précise de tous les murs, si on devait mettre tout ça, on serait dans des coûts qui ne seraient pas maîtrisables. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver? On prend l'exemple d'un bâtiment de I3F. Qu'est-ce qu'on va trouver sur un logement comme information? Alors, et déjà, est-ce qu'on a une image 3D du logement? Alors oui, nous, Abila, depuis l'origine, nous avons opté, alors on faisait du BIM sans le savoir, on va dire, dès l'origine, puisque nous avions imaginé qu'il fallait à tout prix, dans le système d'information, mettre la modélisation géométrique des bâtiments. Et c'était du 3D déjà, du 3D simplifié. Pourquoi on avait déjà du 3D? Parce qu'il faut déjà calculer des surfaces, et des surfaces verticales, notamment des surfaces de façade. Et c'est vrai qu'à l'origine, nous n'avions pas de représentation 3D. Au fil des années, nous avons évidemment mis des représentations 3D dans nos systèmes. Mais qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver la connaissance du logement déjà, toutes les surfaces, la décomposition en pièces, tous les équipements qui se trouvent à l'intérieur du logement, notamment les menuiseries, mais aussi les éléments de chauffage et les éléments sanitaires, etc. Est-ce que j'ai le type de menuiserie? Est-ce que je sais si c'est une menuiserie PVC avec un double vitrage? Absolument. D'accord. Absolument. Parce que nos systèmes sont entièrement paramétrables et le choix du maître d'ouvrage, du client en l'occurrence, c'est de décomposer une bibliothèque d'équipements. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on est sur environ 4000 équipements, types d'équipements différents.
il faut les identifier suffisamment précisément pour qu'ils aient un intérêt ensuite dans les processus de gestion, dont on va parler, j'imagine, parce que tout l'intérêt de tout ça... Tout l'intérêt, c'est de pouvoir gérer ensuite. C'est ensuite les processus de gestion. Donc, ce qui est fondamental quand même de bien comprendre, c'est que tous les outils de maquette numérique aujourd'hui qui interviennent pendant la phase de conception, durant les 2-3 ans où on va concevoir un projet, sont des outils qui travaillent à l'échelle d'un bâtiment. Nous bâtissons des bases de données sur l'ensemble d'un patrimoine immobilier. Ça signifie des millions de mètres carrés et des centaines, voire des milliers de bâtiments, et y compris les espaces extérieurs dont on a un petit peu parlé, puisqu'un gestionnaire, il a aussi des espaces extérieurs à gérer, donc du parking, un peu de voirie, des espaces verts, des jeux d'enfants en l'occurrence. Donc tout ça, ce sont des objets sur lesquels on va avoir des actions et qui vont vivre durant la vie du patrimoine immobilier, c'est-à-dire non pas les 2-3 ans de la construction, mais les 40 ou 50 ans qui viennent derrière. On peut les faire évoluer, ces objets. Le jour où je change les menuiseries, on va reprendre cet exemple-là, voilà. Je fais évoluer l'objet qui est dans ma maquette numérique. Voilà. Alors le deuxième point fondamental, vous avez parfaitement raison, c'est que on va effectivement investir pour créer cette première maquette numérique de gestion, ce qu'on appelle nous modestement le BIM de gestion. Pour l'investissement, c'est un investissement important et c'est quelque chose qui va vous prendre un peu de temps. Vous, pour les logements que vous avez prévu combien de temps et si on peut parler un peu d'argent, combien ça va vous coûter? Alors, le retour d'expérience qu'on a sur notre filiale résidence urbaine de France montre qu'on a mis, pour cette filiale, 6 000 logements, on a mis 3 à 4 ans. Bon, on était dans le cadre d'une opération pilote, on s'est posé beaucoup de questions avec des go, no-go en permanence, ce qui explique la durée anormalement longue de cette opération pilote. C'est la durée de l'expérimentation. C'est la durée de l'expérimentation. Là, on part sur des processus beaucoup plus industriels, puisque nous avons fait le choix de numériser l'ensemble du parc, donc les 220 000 logements. On se donne pour le faire entre 3 et 5 ans. Ce qui nécessite derrière, pour les prestataires avec lesquels nous allons travailler, de mettre en place une organisation industrielle qui doit permettre de sortir 4 à 5 000 logements numérisés par mois. Et en termes de budget, c'est plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas neutre. Hein. Donc on revient après sur... Donc effectivement, ce que je disais, c'est qu'on a fait cet effort initialement d'initialiser cette maquette numérique, ce BIM de gestion. Mais il faut garder la donnée vivante. Parce que, effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, si on n'a pas fait suivre les évolutions du patrimoine, cette donnée, elle est fausse. Ou en tout cas, on n'a plus confiance, elle est plus conforme à la réalité. Donc il y a 2 étapes qui vont suivre la saisie initiale. Il y a la première étape qu'on appelle la fiabilisation. Parce que les documents qu'on a utilisés en phase initiale sont des plans papier la plupart du temps, ils ne sont peut-être pas complètement à jour. Donc il va falloir aller vérifier. Donc, comment vous faites? On va vérifier sur place ou Alors au fil de l'eau, ça peut être une mission qui est réalisée. Il se trouve que dans le logement social, il y a un acte qui est fait régulièrement qui s'appelle l'état des lieux locatifs. Donc on a du personnel, des techniciens, voire des gardiens qui vont sur le patrimoine et qui font des actes de gestion locative qui sont les entrées-sorties de locataires. Cette occasion, ça signifie qu'on est dans le patrimoine. Ce n'est pas vrai pour tous les patrimoines. On est dans le patrimoine. Et si on a des solutions nomades, comme nous nous en proposons par exemple, on peut à ce moment-là se rendre compte, en passant dans les parties communes, dans les cages d'escalier, etc., qu'il y a des choses à noter, des désordres à relever, voire des modifications qui ont été effectuées et qui n'existent pas dans la base de données. Donc à ce moment-là, on fiabilise. C'est une façon de fiabiliser. Et ensuite, on parlera des autres processus que nous avons mis en œuvre, qui sont la mise à jour par la commande. Alors ça, c'est une innovation, parce que c'est vrai que le BIM, c'est travail collaboratif, interaction entre les outils, échange. Mais nous sommes confrontés, et Christophe Leroy l'a dit tout à l'heure, à une situation qui est très simple aujourd'hui dans les organismes, quels qu'ils soient. Vous avez déjà en place de l'informatique de gestion pour gérer les locataires, de l'informatique administrative pour ce qui est de la gestion des marchés, la facturation, etc. Et donc l'idée que nous avons, c'est à partir du moment où on met en place une base patrimoniale,
Eh bien, dès la commande, On va regrouper l'ensemble des... On va se servir de la donnée patrimoniale pour bâtir les commandes, de façon à pouvoir ensuite avoir un feedback quand les travaux sont faits, pouvoir renseigner que tel équipement a été remplacé, tel équipement est à neuf, tel équipement a été supprimé. Et ça induit une mise à jour dans la base BIM qui est obligatoire, qui est faite parce que tout ce qui est chaîne financière, c'est fait de toute façon. Donc on récupère en quelque sorte gratuitement la mise à jour du patrimoine. Donc ça, c'est un axe que nous avons développé. Sur cette question? Oui, alors ce que dit Serge Ourtis me plaît beaucoup. Parce que nous, en tant que gestionnaire, on gère plusieurs niveaux de granulométrie. Le niveau le plus fin, c'est la pièce, puis le logement, puis la cage d'escalier, puis le bâtiment, puis l'immeuble, puis le parc. Il y a un ensemble de... Et effectivement, la saisie, la mise à jour se fait généralement sur les niveaux les plus fins. Je vais indiquer que je change la baignoire dans la salle de bain de Madame Michu. Je vais indiquer que je change la menuiserie extérieure dans le salon de Monsieur Tartampion. Voilà. A contrario, l'exploitation de ces données-là se fait plutôt sur des niveaux de granulométrie les plus élevés, le parc ou l'immeuble. Exemple de questions que l'on se pose. C'est du concret, c'est ce qu'on a vécu récemment. C'est sur mon parc, en Ile-de-France, sur mes 120 000 logements que je possède en Ile-de-France, c'est quelle est la superficie en mètres carrés de surface enherbée que j'ai pour pouvoir mettre en place des contrats d'entretien de mes espaces verts. Autre question qu'on se pose, c'est combien j'ai de logements équipés de baignoires qui sont occupés par des personnes âgées, dans l'idée de lancer des campagnes de remplacement, par exemple. Donc, la saisie se fait au niveau généralement le plus fin, à travers les actes de gestion courants que Serge Ourtis évoquait, et l'exploitation, la valorisation de la donnée se fait généralement à une échelle plus grande. Est-ce que cela veut dire que vous allez pouvoir gérer de manière beaucoup plus fine? Je reprends votre exemple sur les personnes âgées. Vous avez un parc avec plusieurs bâtiments. Est-ce que vous allez privilégier du coup le changement des baignoires des appartements des plus de 60 avant de privilégier les plus jeunes? Ça, c'est un atout fort de notre base d'information technique, hein, puisqu'on peut à la fois graphiquement, donc sur le plan, sur la représentation du bâtiment, visualiser où sont par exemple les logements qui ont été adaptés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les équipes qui commercialisent et qui gèrent le logement, pouvoir dire monsieur, madame, vous souffrez d'un handicap, et effectivement, nous avons des logements en rez-de-chaussée situés à la on peut le leur montrer. Et puis, puisque derrière de la représentation graphique, il y a une base de données qui est extrêmement riche et fournie, il y a la possibilité de faire des requêtes pour extraire de la donnée et l'analyser et lui donner de l'intelligence. Ça, c'est l'aspect gestion, on va dire, enfin le début de gestion. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur la gestion de votre patrimoine qui vous paraissent importants et qui vont, à terme, vous faciliter la vie et éventuellement vous faire réaliser des économies? Alors, pour reprendre un exemple concret, là aussi, que nous avons vécu cet été, nous envisageons de mettre un contrat d'entretien de nos toitures terrasses. Voilà. Pour la résidence urbaine de France, là où on a un système d'information technique performant, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire en quelques clics, je peux identifier l'ensemble des programmes sur lesquels nous avons des toitures terrasses et les mètres carrés que ça peut représenter. Ailleurs, en Ile-de-France, c'est beaucoup plus compliqué parce que je ne le sais pas. Cette information-là n'est pas dans mon système d'information. Donc, j'ai commandité un géomètre qui a fait le tour de l'Île-de-France et puis il va regarder. Voilà. Est-ce qu'on va jusqu'à avoir l'information sur le système qui est mis en œuvre ou pas dans le système, dans ceux qui sont déjà informatisés? Ah oui. Est-ce que vous savez la couche d'isolant, l'étanchéité ou pas? Non, on ne va pas jusque-là. On ne va pas jusque-là. Alors, est-ce que ça a un intérêt d'aller jusque-là? Ça peut l'avoir, ça permet d'enrichir un CCTP si on lance une opération de réhabilitation, par exemple. Bon, sachant par ailleurs que généralement, lorsqu'on lance une opération de réhabilitation, de rénovation de ce type de surface, on lance un diagnostic technique en amont qui permet d'avoir l'information de différents. Mais ça, dans le neuf, maintenant, on aura cette information, donc ça facilitera, j'imagine, les opérations ultérieures. Bien sûr. Donc cette information, si elle nous arrive en amont par le neuf, nous, on va la stocker dans nos systèmes et on pourra y accéder à tout moment. Donc effectivement, si on ne la saisit pas de manière initiale, c'est toujours dans cet esprit
d'économie pour avoir ce que j'appelle moi la quantité suffisante pour pouvoir ensuite suivre les processus de gestion quand on crée ex nihilo la base de données. Nous avons fait le choix pour notre part, lorsqu'on a lancé ce projet pilote en Seine-et-Marne, nous avons arrêté un catalogue qui compte 252 équipements différents. Donc on peut gérer dans notre base de données jusqu'à 252 équipements. Bon. Alors certains disent que c'est beaucoup, d'autres pas assez, mais on estime, nous, que c'est un niveau de détail... Vous êtes dans la moyenne, du coup? Effectivement. On estime que c'est un niveau de détail qui permet de faire de la gestion, de la maintenance, de l'exploitation. Alors, on va revenir sur les avantages qu'il y a à modéliser son patrimoine. On a vu qu'en gestion, ça va beaucoup aider. Quels sont les autres avantages? Alors, le premier avantage, il faut le dire quand même, parce que c'est le principal, c'est les maîtres. C'est de disposer à tout moment des maîtres. Vous savez, il y a des études qui ont été faites. Je pense aux travaux notamment qui ont été faits par Frank Overka, etc., sur la maquette numérique en gestion de patrimoine. Rappelez-nous qui est Frank Overka. De la Caisse des dépôts et consignations, qui a commandité un certain nombre de travaux sur ces sujets. Et effectivement, par exemple, dans ces travaux, on voit que dans un patrimoine, le maître est fait en moyenne 20 fois durant la vie du patrimoine. Il est refait une vingtaine de fois. Et ça a un coût. Parce que soit on le fait en interne, soit on le fait faire en externe par des prestataires extérieurs, ne serait-ce que pour avoir une estimation des surfaces. On va refaire des maîtres et ça a un coût considérable. Donc, accéder immédiatement aux maîtres, c'est déjà un élément fondamental qu'apporte la maquette numérique. Ah, on a un petit souci de micro. Si vous pouvez passer en attendant qu'on vienne. Donnez-moi celui-ci. Donc très concrètement, ce que vient de dire Serge Ortiz, c'est qu'aujourd'hui, quand un gardien passe un bon de commande pour faire un état des lieux, pour faire des travaux de remise en état du logement avant relocation, il est en capacité de dire c'est X mètres carrés de peinture dans telle pièce, c'est X mètres carrés de papier peint à refaire, alors qu'avant, on était sur des choses beaucoup plus floues. Le gardien aura accès à la maquette numérique. Enfin, et au-delà, qui va avoir accès à la maquette numérique? À la résidence urbaine de France, il y a une soixantaine de collaborateurs. Tous ont accès en consultation au plan du patrimoine. Donc tous peuvent aller consulter les plans et les maquettes du patrimoine. Donc le gardien pour passer ses bons de commande de remise en état des logements, le cadre technique pour préparer sa prochaine campagne de réhabilitation, le directeur général quand il va discuter avec la collectivité peut sortir le plan du programme pour discuter avec la collectivité ou l'aménageur, la chargée de gestion quand elle discute avec un futur locataire peut sortir le plan du logement et remettre au futur locataire le plan du logement. D'accord. Non, je ne voulais pas vous interrompre, mais est-ce que tout ça, je pensais, je ne sais pas, est-ce que ça se fait sur tablette, est-ce que ça se fait sur ordinateur? Est-ce que pour vous, ça va être aussi un investissement en matériel informatique et en intelligence, puisque tous ces gens-là, il faut les former. Je pense au gardien, il n'était pas forcément habitué à voir la maquette numérique sur une tablette ou sur un ordinateur. Comment est-ce que ça aussi, vous le prenez en compte? Alors aujourd'hui, j'imagine que oui, mais comment on le prend en compte? Alors aujourd'hui non, puisque nos équipes ne sont pas équipées de tablettes, mais il y a un plan qu'on va déployer à partir de début 2016 qui consiste à équiper nos équipes de proximité de tablettes de mobile. Et donc Abila dispose d'une solution mobile et le gardien, quand il fera son tour ou sa surveillance du patrimoine, aura accès au plan de son bâtiment. Donc effectivement, il y a derrière tout ça, il y a de la conduite du changement, il y a une ingénierie, il y a de la formation, il y a un peu d'organisation pour expliquer à tout le monde comment tirer profit au mieux de ces plans et des données qui y sont attachées. Ça, c'est la vie normale de l'entreprise, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui va au-delà de ce qu'on fait habituellement dans la formation, dans la mise à niveau, on va dire, des personnels? On est sur un projet là assez exceptionnel. C'est quand même une autre façon de travailler et avec des outils nouveaux, modernes, que les collaborateurs vont devoir s'approprier. Ah, on a toujours un petit souci de micro. Alors, on va vous redonner celui-ci, je suis désolé.
Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un petit peu notre métier d'informaticien que de pouvoir proposer à nos clients des nouvelles technologies. Donc, bien entendu, on a travaillé sur des solutions de tablettes, on a travaillé sur des solutions smartphones, de façon à pouvoir proposer toute la donnée patrimoniale accessible par tous et partout, avec une difficulté, c'est qu'il faut que ça soit simple. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas... On a besoin de simplicité. On a besoin de simplicité parce qu'on touche une population, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. C'est que autant dans la phase conception, on a des populations de professionnels du bâtiment, autant quand on installe un système d'information au sein d'un organisme, on va toucher des utilisateurs qui ne sont pas forcément des professionnels de l'immobilier. Par exemple, je cite un exemple tout simple, mais à partir du moment où on a la donnée maquette numérique dans le système d'information, au moment de la relocation des logements, quand on a un locataire en face de soi, on peut très bien lui montrer les plans de son futur logement, on peut très bien lui montrer ce qui est vacant, etc. Et ça veut dire que les personnes qui sont à la gestion locative ne sont pas des professionnels du bâtiment. Donc ils doivent pouvoir accéder facilement à la donnée. Et pouvoir le montrer, dire voilà, ça pouvoir sera, le montrer. Voilà à quoi ressemble votre Et donc appartement. on ne peut pas non plus mettre à la disposition de ces gens-là des systèmes trop complexes. Donc on doit à la fois avoir de l'information complexe et de la simplicité d'utilisation, ce qui est un sacré challenge pour nous les informaticiens. Alors, oui, allez-y, puis après on fera une petite conclusion parce qu'on arrive au terme de notre échange. Ouais, écoutez, je suis vraiment désolé, on a vraiment un souci. Il en aurait besoin de micros numérisés, je ne sais pas. Avec un chantier qui nous reste à ouvrir et qu'on va ouvrir dans les prochains mois et auquel on associera notre partenaire, c'est comment on donne accès à des tiers extérieurs à l'entreprise, comment on leur donne accès à la base documentaire. Aujourd'hui, on l'a vu, à la résidence urbaine de France, mais ça sera le cas aussi prochainement ailleurs, l'utilisation et l'accès à l'information est limité aux seuls salariés de 3F et de ses filiales. Demain, comment on peut donner accès à tout ou partie de cette information aux prestataires qui interviennent sur le site, aux mainteneurs qui ont besoin d'accéder aux informations sur la chaudière ou sur l'ascenseur. Ça, c'est un autre chantier qu'on va ouvrir assez vite, je pense. Nous avons une filiale qui s'appelle Résidence sociale de France qui fait du logement spécialisé, personnes âgées, étudiants, etc. etc. Et nous, RSF, est propriétaire de ces bâtiments-là, mais la gestion est assurée par des associations dont c'est le métier. Comment ouvrir cette association la base documentaire, la base d'information. Donc c'est très important. Alors, tout de suite avec vous, Monsieur Serge Ourtis, une petite conclusion et un peu de prospective éventuellement. Je ne sais pas si on a eu le temps de faire le tour de l'ensemble de la question, mais où est-ce qu'on va donc après, une fois qu'on a fait tout ça, comment les choses risquent d'évoluer? Alors, effectivement, il y a un point, et qui c'est important dans la perspective d'avenir, il y a un point qu'on a assez peu évoqué, c'est finalement le transfert d'informations de la phase de conception à la phase de gestion. Parce qu'on a beaucoup parlé d'existant et de traitement autour de la base BIM de gestion. Mais aujourd'hui, on fait des expérimentations pour récupérer de manière le plus automatique possible les informations qui sont en phase conception pour les récupérer en gestion. Et on s'aperçoit qu'en phase conception, on a trop d'informations d'un certain côté et il nous en manque d'un certain autre côté. Il va falloir faire dialoguer tout ça. Donc, il faut faire dialoguer tout ça. Alors, on a aujourd'hui une norme qui s'appelle l'IFC, dont on n'a pas parlé. C'est fantastique d'avoir une norme. Simplement, l'IFC, c'est un petit peu la syntaxe. Encore faut-il se comprendre complètement en utilisant ce langage. Donc, c'est des expérimentations que l'on fait, notamment avec un de nos clients qui s'appelle Habitat 76, qui a des logements neufs qui sont livrés aujourd'hui et dont on sait récupérer de manière automatique la maquette numérique en gestion. Donc ça, c'est très intéressant et c'est bien évidemment l'avenir. C'est l'avenir. Une petite conclusion, Monsieur Leroux, s'il vous plaît. Alors, on n'avait pas préparé notre conclusion, mais j'allais dire exactement. Il ne faut surtout pas préparer. Alors, donc, nous avons, quelques opérations pilotes de conception et de construction en BIM. Donc, la question qui va se poser, c'est comment on peut récupérer cette maquette IFC pour l'importer dans Habila, avec une autre question qui va se poser, dont on imagine qu'elle n'est pas simple, qu'elle n'est pas triviale. C'est que d'un côté, j'aurai ces maquettes IFC de mes bâtiments conformes aux bâtiments tels que construits. De l'autre, j'aurai une maquette simplifiée, j'aime pas beaucoup le terme, mais limitée aux seuls objets de gestion. Et comment je vais faire vivre ces deux aspects, à la fois la maquette issue de la construction et puis la maquette de gestion, la maquette d'exploitation. Quelle cohérence? Est-ce qu'il faut de la cohérence et comment gérer ça? C'est une des questions qui n'est pas simple à traiter aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cet échange riche en enseignements. Et je vous invite à regarder Batijournal TV, à regarder encore une fois cette petite table ronde. Merci beaucoup.